Bienvenue dans le débat. Que se passe-t-il dans le sud de la Syrie? Depuis dimanche, plus de 300 personnes ont été tuées selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme dans des affrontements communautaires les plus meurtriers de la région depuis des années. Tout a commencé dimanche entre les combattants bédouins et les milices druzes dans la région de Soueida, une région contrôlée par les Druzes. Les forces gouvernementales sont ensuite entrées dans la ville. Les combats ont fait rage. Les autorités syriennes viennent d'annoncer un nouveau cessez-le-feu. Alors, ces heures ont mis en lumière la difficulté, bien sûr, pour le nouveau gouvernement syrien d'asseoir son autorité pour l'ensemble du pays. Le tout inscrit dans une géopolitique régionale avec les frappes d'Israël à Soueida en soutien aux Druzes, mais aussi la nuit dernière des frappes israéliennes contre des infrastructures militaires syriennes. Et ce matin, à Damas, c'est l'entrée du quartier général de l'armée syrienne qui a été visée. Il y a aussi eu une frappe israélienne à proximité du palais présidentiel. L'émissaire américain pour la Syrie appelle toutes les parties à faire marche arrière. Washington se dit très préoccupé par les frappes israéliennes en Syrie, en tout cas ce qu'affirme Marco Rubio. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé à Soueida. Pourquoi les affrontements ont-ils commencé dans cette ville du sud de la Syrie? Que représentent les milices druzes? Pourquoi Israël s'est-il impliqué? Que cela signifie-t-il pour le gouvernement d'Ahmed al-Shara? Quel est l'impact géopolitique? Et puis finalement, quels sont les risques d'un embrasement? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mohamed Nour Ayed. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, poète et conférencier franco-syrien. Vous êtes né à Alep, arrivé en France donc en 2014, auteur de Rias ou le peuple oublié. C'est aux éditions Edilivre. Bienvenue. En face de vous, nous avons Adel Bakawan ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies in the Middle East et du North Africa, auteur de La décomposition du Moyen-Orient, et c'est aux éditions Talendier, également chercheur associé à l'IFRI. Wassim Nasr est avec nous. Bonsoir Wassim, Bonsoir. Journaliste à France 24. Vous revenez tout juste de Syrie où vous avez passé 10 jours. Vous avez sillonné ce pays du nord jusqu'à l'est, donc Mandjib, Palmyre jusqu'à Deir ez-Zor. Et c'était vraiment très exclusif en fait qu'un journaliste soit envoyé, puisse sillonner ce pays. Donc vous allez nous raconter si ce qui se passe en ce moment justement vous surprend ou pas. Rina Bassist est avec nous, rédactrice pour Al Monitor et correspondante pour la radio israélienne Cannes. Bonsoir. Bonsoir Rina, merci d'être là. Bonsoir Stéphanie. D'abord, on va regarder une carte de la Syrie ensemble pour voir où se trouve Soueida, puisqu'on va d'abord commencer dans cette ville où ont eu lieu ces heurts. C'est dans le sud de la Syrie. Les autorités syriennes viennent d'annoncer, donc il y a quelques heures, un nouveau cessez-le-feu à Soueida. Et on fait un point en image avec Thibaut Francesquet. Après 3 jours de violence et de tirs dans la ville druze de Soueida, les autorités syriennes annoncent un cessez-le-feu. La situation reste confuse. Il est accepté par l'un des chefs religieux druzes, mais rejeté par un autre. Les forces gouvernementales s'étaient déployées dimanche dans cette ville du sud de la Syrie, après les violences entre groupes druzes et bédouins. Un premier cessez-le-feu avait été annoncé mardi sans être respecté. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres, une centaine de civils druzes sont morts dans les affrontements avec les forces gouvernementales syriennes. Certains ont été sommairement exécutés. Une situation inquiétante pour les Syriens qui sont descendus dans les rues de Damas. Aujourd'hui, nous protestons contre l'effusion de sang des Syriens, en particulier aujourd'hui, l'effusion de sang à Soueida. Le nouveau régime est identique au régime d'Assad, rien n'a changé. Si nous restons silencieux, ils s'en prendront à la prochaine communauté. Et ensuite, ils continueront avec les sunnites. À ces tensions internes s'ajoute la pression d'Israël. La télévision kurde a filmé cette frappe israélienne en plein direct. Elle visait l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. L'État hébreu assure vouloir défendre la communauté druze. Nous voulons empêcher que la communauté druze, avec laquelle nous avons des liens étroits et solides, les citoyens druzes ici en Israël, ne subissent des préjudices. L'armée israélienne est en train de renforcer ses troupes à la frontière avec la Syrie. Elles n'ont pas hésité à repousser violemment ces Druzes venus manifester jusque-là. Ces violences illustrent les défis du pouvoir intérimaire d'Ahmed al-Shara depuis qu'il a renversé le président Bachar al-Assad en décembre, avec le soutien d'une coalition de groupes rebelles sunnites. Les violences contre la communauté alaouite en mars, l'attentat contre une église orthodoxe en juin et les violences contre les Druzes questionnent fortement la capacité de ce nouveau pouvoir islamiste à protéger les minorités syriennes.
Et on va revenir sur cette question. Juste avant ça, on va écouter la réaction d'un des chefs druzes qui a donc signé ce fameux cessez-le-feu il y a quelques heures à Souaïda. Les points suivants ont été convenus pour un cessez-le-feu afin de garantir la sécurité et l'intégration complète de la province dans l'État syrien, l'arrêt immédiat de toutes les opérations militaires, l'engagement de toutes les parties à cesser toute escalade ou attaque contre les forces de sécurité et leurs points de contrôle, et le retour des unités de l'armée dans leurs casernes. Alors, avant de revenir sur le cessez-le-feu, Adel Bakawan, pourquoi ces affrontements ont-ils commencé à Souaïda ? Est-ce qu'on est dans des affrontements confessionnels entre donc bédouins sunnites et druzes ? Les druzes, donc c'est une forme de chiisme, donc ils ne sont pas de même confession. Ou est-ce qu'on est dans des affrontements de clans ? Je pense réduire cet affrontement ou ces affrontements en pluriel à une seule dimension confessionnelle est une erreur. Certainement, la dimension confessionnelle joue un rôle parce que tout simplement il y a l'histoire, parce que tout simplement il y a une construction historique, il y a cette historicité, mais il y a aussi des enjeux politiques, des enjeux financiers, des enjeux territoriaux, des enjeux de pouvoir, des enjeux militaires. Tout ça a commencé tout de même par le vol, l'attaque finalement d'un druze, c'est ça, dans sa voiture, sur la grande route de Souaïda, par des bédouins. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, ça a commencé de cette façon-là, mais il y a des conditions objectives qui préparent cet affrontement. Et sans comprendre ces conditions objectives-là, il est peu probable qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Et quelles sont-elles ? Eh bien, c'est l'ensemble de ces éléments-là à quoi j'ai fait allusion. Autrement dit, c'est tous ces niveaux-là qui participent à l'élaboration de cette explosion. C'est le visage, une dernière phrase, c'est le visage de la Syrie que nous ne souhaitons pas voir. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement concentrés sur le pouvoir d'Ahmad al-Shara, pacifier la Syrie, normaliser la relation avec Ahmad al-Shara. Nous ne voulons pas voir au moins 13 années de la guerre civile par lesquelles cette société est passée. Elle est tellement fracturée, divisée, partagée. Et là, malheureusement, il n'y a pas un vrai projet de société qui fédère toutes ces divisions. Mohamed Nouralied, parce que les forces gouvernementales sont intervenues assez vite. Au départ, c'était pour mettre de l'ordre. Or, il y a eu des exécutions de druzes par ces mêmes forces gouvernementales. Donc, et on a entendu, en fait, cette druze dire ils ne font pas confiance, en fait, à ce nouveau gouvernement, cette communauté druze. Alors, il faut faire quand même une remise en contexte. Alors, s'il y a eu attaque sur l'homme druze qui a déclenché tous ces affrontements, il y a aussi le fait que les milices druzes ont pris en otage beaucoup de bédouins dès le départ. Je peux comprendre la méfiance de certains envers l'État syrien, mais il faut aussi noter que lorsque les forces de l'ordre syriennes sont arrivées sur place sur demande des populations et des partis à l'affrontement, ces dernières ont été attaquées et il y a eu de la profanation des corps de la part des milices druzes du conseil militaire de Souaïda, dirigé en partie par Hikmet al-Hejri, qui est lui un ancien loyaliste d'Assad, qui est lui qui est un chef druze, qui est un chef druze, très ami d'Israël, ancien ami d'Assad. Donc il y a eu profanation de corps des forces de l'ordre et des militaires syriens, ce qui a entraîné une réponse beaucoup plus ferme de la part du pouvoir syrien. À noter qu'il y a eu des exactions de civils druzes assassinés froidement par des militaires syriens, il ne faut pas le nier, mais réduire tous ces affrontements à simplement l'armée syrienne qui aurait attaqué des civils druzes, ce serait totalement faux dans la mesure où on parle même des 300 morts. On oublie que dans ces 300 morts, il y a quand même une petite centaine de forces de l'ordre et de l'armée syrienne qui ont été lâchement assassinées. Wassim Nasr, vous qui avez sillonné ce pays, d'abord vous êtes étonné de ce qui se passe. C'est effectivement la Syrie qu'on ne veut pas voir. Je ne suis pas étonné parce que la situation à Souaïda ne pouvait pas perdurer comme ça. Donc il y a eu des accords qui datent maintenant de plusieurs mois où en gros... Entre qui et qui les accords ? Entre donc Hejri et Damas, où en gros Hejri a eu tout ce qu'il voulait. Hejri c'est un chef druze, juste pour qu'on explique. C'est le chef le plus influent. Druze, à Souaïda. Voilà. Donc il a eu tout ce qu'il a voulu. Donc ça veut dire que la ville est administrée par une police de la Druze, que même des anciens du régime d'Assad ont été réintégrés dans les forces de l'ordre pour gérer cette région. Il y a eu plusieurs épisodes. Par exemple, le gouverneur de Deir ez-Zor a été humilié et chassé de Deir ez-Zor par les milices druzes. Donc il y a eu une construction. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un réflexe identitaire aussi
chez la majorité sunnite qui a gagné cette guerre. Et qui dit on a gagné la guerre et on ne voit pas pourquoi on doit ménager les anciens soutiens d'Assad, voire les minorités qui se sont associées à Assad. Et ça, je vous dis, c'est au niveau de la rue. Et tous les Druzes ne sont juste... Et tous les Druzes ne sont pas avec Hijri. Une bonne partie aussi sont pro-Damas. Et même, ils cherchent à trouver des accords avec Damas. Mais sauf que, quand il y a exaction, il y a un repli identitaire. Donc, des deux côtés. Je donne juste un exemple. En descendant de la frontière turque à Alep, je suis passé sur la route qui était fermée. Donc qui est ouverte à la chute d'Assad. Donc qui passe à Azaz vers Alep. À droite de la route, il y a les deux villages chiites, Nouboul et Zahra, qui sont protégés par l'armée syrienne actuelle. L'armée syrienne actuelle. Le chauffeur de taxi avec qui j'étais, qui n'est pas un jeune, qui a 60 ans, il m'a dit, regarde Nouboul et Zahra protégés, regarde mon village en face, il est détruit. Si l'armée n'était pas en train de les protéger, on aurait réglé leur compte. On ne comprend pas pourquoi l'armée est là pour les protéger. Et là, je vous parle au niveau du peuple. On ne parle pas idéologie, on ne parle pas de djihadistes, on ne parle pas salafistes, on parle au niveau du peuple, qui est la majorité qui a souffert pendant 14 ans de guerre civile, 54 ans de dictature. Elle ne comprend pas les démarches de l'actuel pouvoir à Damas, qui veut ménager ces minorités. Qui est une démarche de pacification en même temps, pour que l'ensemble des Syriens puissent vivre ensemble. Mais qui n'est pas compréhensible, parce qu'il est trop tôt. Rappelez-vous, à la libération de la France, 1944, combien d'exécutions sommaires, combien d'arrestations arbitraires, après 4 ans d'occupation. Là, on parle de 14 ans de guerre civile, 54 ans de dictature. Donc en fait, ils sont dans un esprit de règlement de compte. Mais même entre sunnites, pour vous dire, même entre sunnites, par exemple, on m'a dit, les sunnites pro-Assad ont accepté de rendre les terrains à côté de Manbij à leurs vrais propriétaires. Je dis pourquoi ? Parce que les terres n'étaient pas... Il y avait de la sécheresse, il n'y a pas eu de récolte, ils les ont rendus. Mais la dette de sang entre sunnites, comme ce qui a été dit maintenant, la dette de sang et les frictions même entre sunnites sont aussi grandes qu'avec les minorités. Adel Bakaouen, donc ce n'est pas que le gouvernement d'Al-Shara ne fait pas d'efforts pour être inclusif. Le président Shara n'a aucun intérêt dans tous ces affrontements-là. Le premier perdant de tout ce qui s'est passé chez les Alaouites, chez les Druzes, c'est Ahmad Shara. Ahmad Shara souhaite renvoyer l'image d'une Syrie pacifiée, unifiée, normalisée, où tout le monde vit ensemble. Et donc tout ce qui se passe entache son image-là. Mais là, c'est un indicateur très important pour voir la société syrienne et non pas uniquement Ahmad Shara. Ahmad Shara est devant un enjeu majeur, un idéal sur lequel il travaille, et une société dans sa réalité. Dans sa réalité, c'est ce qui a attaqué avant les forces, bien évidemment, du régime de Ahmad Shara, qui a attaqué la province de Souaïda. Ce sont les Bédouins qui sont des sunnites, et qui se voient comme... Ils disent, on a gagné la guerre, mais on n'a rien obtenu. Attendez, ils disent qu'ils ont gagné, mais ils estiment aussi qu'ils sont marginalisés par Shara. Parce que Shara lui-même a été interpellé par un chef de clan de Souaïda, sunnite, en lui disant on était marginalisé sur Assad, on est marginalisé sur votre pouvoir. Voilà. Marginalisés, donc ils veulent plus de pouvoir. Et en même temps, il ne faut pas oublier, lorsque les forces loyalistes entrent dans Souaïda, on a bien tous assisté à des actes inacceptables. Et c'est certifié et condamné par la communauté internationale. Et donc là aussi, Ahmad Shara est devant un défi majeur. Comment contrôler ses propres forces pour ne pas transgresser les normes pour lesquelles lui-même il se bat. Un mot sur les Druzes, parce que quand on nous regarde, les téléspectateurs qui nous regardent ne connaissent peut-être pas les Druzes. C'est une communauté d'1 million de personnes. Ils sont répartis, on va regarder une carte, entre le sud de la Syrie, dans la partie centre du Mont Liban, donc au Liban, également dans le nord d'Israël. Une partie également vit en Jordanie. Un mot, Rina Bassiste, avant de revenir sur les frappes israéliennes. Les Druzes sont aussi une communauté en Israël. Ils sont une minorité importante. En tout cas, le pouvoir aujourd'hui en Israël en parle beaucoup. Oui, c'est une communauté très importante. On parle plus ou moins de 120 000 personnes, avec 100 000 qui habitent en Israël même et plus ou moins 20 000 qui habitent plutôt côté du plateau de Golan, donc ce terrain qui a été annexé par Israël en 1981. Et
on parle en fait, il y a une alliance très ancienne entre les Druzes israéliens et l'État d'Israël, ou la société israélienne juive, si vous voulez, parce que les hommes Druzes israéliens, ils servent dans l'armée. Il y avait plusieurs, au fil des années, plusieurs soldats Druzes qui étaient tués aussi pendant les guerres qu'Israël a subies. Donc en Israël, on parle d'une alliance de sang. Et c'est cette alliance de sang qui en fait qui a motivé aujourd'hui le gouvernement israélien à réagir, parce qu'on sait très bien que les liens entre les Druzes israéliens et les Druzes en Syrie, et d'ailleurs dans les autres pays où ils résident, c'est pareil, au Liban et en Jordanie, ce sont des liens très forts. Il y a des relations familiales. Et comme il y a cette alliance de sang entre l'État d'Israël et la communauté druze israélienne, les gouvernements israéliens se sont responsables aussi de la sécurité des Druzes syriens. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les résultats de cette relation. Voilà, et on va en reparler de l'intervention. C'est plus que ça, bien sûr, mais on va en reparler de l'intervention israélienne. Juste avant, juste pour terminer sur les Druzes, qu'on comprenne bien, Mohamed Nourayed, ils sont essentiellement présents dans le sud de la Syrie, parce que c'est que 3% de la population syrienne. Donc c'est vraiment une petite minorité, 700 000. D'abord, qu'est-ce qu'un Druze? Le Druze, c'est quoi? Une variante du chiisme? Alors, c'est un courant ésotérique de l'islam chiite ismaélite, qui est une religion qui a une foi très importante, puisqu'il se proclame comme une ethno-religion, avec donc en fait, en tout cas, un accès à la spiritualité qui reste assez secret, assez restreint à la communauté druze. Et je voudrais rappeler juste une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une figure druze très importante dans l'histoire de la Syrie, Sultan Bash al-Atrash, l'un des leaders de la grande révolution syrienne pour la libération du pays vis-à-vis du mandat français. Donc les Druzes ont toujours fait partie du tissu national syrien. Les Druzes ont même lutté pour l'existence de la Syrie avec ses frontières actuelles. Et lorsque je regarde le débat public, là on se permet quand même de donner des leçons à la société syrienne, alors que cette société se bat depuis 54 ans pour sa dignité. Mais je voudrais rappeler qu'il y a quand même une volonté de l'ensemble des composantes de la richesse. Enfin, c'est quand même un tissu extrêmement riche, si ce n'est l'un des plus riches du monde. Il y a une volonté de vivre ensemble, mais cette volonté est affectée par des velléités de part et d'autre et instrumentalisée également par des puissances étrangères. Je pense notamment à l'ingérence israélienne qui instrumentalise la question druze en Syrie. On va y revenir. Juste un mot encore sur le côté confessionnel, sur cette différence. Comment sont-ils perçus, les Druzes, en Syrie aujourd'hui? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que les Druzes, mais aussi les Kurdes, mais aussi les Alaouites, ils ont joué un rôle très très important dans la construction de la Syrie. Vous savez, on ne fonctionne pas par confession en Syrie. Seulement, monsieur, si on s'arrête là, on ne comprend rien. Parce que la société n'est pas une donnée figée. La société est une donnée sociale, une variable qui change à travers l'histoire. Vous parlez d'histoire, c'est ce confessionnalisme a été instauré par ça, explique. Aujourd'hui, vous avez une communauté alaouite, vous avez une communauté druze, vous avez une communauté chrétienne, vous avez une communauté kurde qui souhaite avoir sa propre identité. Si l'État syrien, au nom du centralisme, au nom de la nation arabe, au nom d'un récit pan-islamiste, pan-arabiste, n'écoute pas ces identités régionales, locales, ethniques, etc., on s'en sortira jamais de la situation de la guerre civile. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez des Druzes qui s'identifient comme Syriens, mais vous avez d'autres Druzes qui s'identifient d'abord comme Druzes et ensuite comme Syriens. Vous avez des Alaouites, vous avez des Kurdes. Le président Char est très très fort et je le félicite pour parler à toute la communauté internationale avec toutes les diversités. Mais il est temps que le président Char écoute aussi les différentes catégories de la population. On n'a pas un Syrien pur et un Syrien impur. Ils sont tous des Syriens, mais à condition qu'ils développent ensemble l'identité de la syrianité. Et non pas l'identité de la syrianité uniquement avec une composante de la société. Oui. Alors, vous répondez, on avance après. J'aimerais juste rappeler une chose, c'est que là, vous parlez de chacune des communautés, vous oubliez la communauté majoritaire arabe sunnite, qui compose plus de 80% de la société syrienne. Non, pas 80%. Alors, c'est la majorité. Je suis arabe sunnite. Mais moi, je n'ai pas fait ma révolution pour qu'un pouvoir sunnite prenne le pouvoir. Maintenant, vous parlez du président Char. Il n'a pas été élu. Il ne me représente pas. Ce n'est pas la question. Mais lorsque vous me dites un tel se sent comme druze avant de se sentir syrien, sur l'ensemble des terres syriennes, soit on est syrien d'abord, soit on n'est pas syrien. Et je pense que le débat s'arrête là. Non, mais il y a déjà un problème dans la définition de la Syrie. Lorsque vous dites la République arabe syrienne, lorsque vous dites la République arabe syrienne, par définition,
définition, vous excluez toutes les populations qui ne sont pas arabes, qui ne s'identifient pas comme arabes. Lorsque vous donnez une identité, par exemple, je ne sais pas, sunnite, vous excluez... Il n'y a pas d'identité sunnite. Alors, mais il y a l'identité arabe. Bien sûr. Voilà. Donc, vous n'êtes pas dans l'inclusion, vous êtes dans l'exclusion. On voit bien la problématique, Wassim Nasr. Et vous avez effectivement été d'ailleurs dans cette ville où il y avait eu cet attentat contre cette église. C'était juste après, me semble-t-il. C'était à Damas. Donc, en fait, vous avez vu cette problématique des minorités. Donc, effectivement, on parle des Druzes aujourd'hui, mais aussi donc, les chrétiens, les Kurdes. Et comment... Les Alaouites. Les Alaouites, comment... Bon, il y a eu effectivement, on s'en souvient aussi, un certain nombre de massacres d'Alaouites sur la côte. Il y a un vrai problème de définition de ce qu'est la Syrie aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de qu'est-ce que la Syrie. Ce qui est à gérer aujourd'hui, c'est comment gérer, encore une fois, après 14 ans de guerre civile, le fait qu'il y a la majorité qui a gagné cette guerre et comment cette majorité va être rassurée au point où les minorités vont avoir tous leurs droits. La majorité aujourd'hui qui a gagné a peur de reperdre le pouvoir qu'elle a acquis durement au profit d'ingérences étrangères ou au profit d'autres choses. Et ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, le repli identitaire. Si la majorité est rassurée dans ses acquis, comme les Américains font avec Shara, lui tendent la main, comme les Européens, après tout va couler de source. Après, les minorités seront rassurées. Par exemple, l'attentat de Damas, c'était donc il a défini un ensemble de garanties de ces minorités, Al-Shara. Déjà, par exemple, dans son gouvernement, il y a une ministre chrétienne, Hind Kabawat, qui défend les droits LGBT. Dans son gouvernement, le ministre de l'Agriculture est un Druze de Souaïda. Le ministre des Transports est un Alaouite. Donc, après 6 mois... on ne peut pas trop leur demander non plus, parce qu'il a aussi sa base. Les Kurdes n'étaient pas inclus, me semble-t-il. Ici, il y a des Kurdes, mais pas les Kurdes du YPG. Voilà. Donc, il ne faut pas trop lui demander non plus, parce qu'il a sa base aussi. Par exemple, hier, quand les combats étaient en cours à Souaïda, des convois ont commencé à se constituer à Idlib. Le ministère de la Défense leur a dit, n'y allez pas. Premier truc. Deuxième truc, on parle de au moins 100 morts parmi les forces de l'ordre. Leurs familles sont descendues dans la rue à Hama. On plaint le gouvernement à venger leurs morts. On oublie aussi la justice transitoire. Par exemple, quand j'y étais, beaucoup d'arrestations d'anciens du régime. Pourquoi ? Pour que justice soit pas faite dans la rue. Ils les arrêtent pour les juger. Ça également, ils ont dit qu'il y aurait une procédure judiciaire contre les exactions qui se sont passées à Souaïda. Ça va être le cas. Il va y avoir effectivement une procédure judiciaire. Mais ils n'ont pas le choix. Bien sûr. En tout cas. Et ça, c'est un message très positif de la part de la présidence syrienne, qu'il a agi rapidement, qu'il a réagi rapidement et qu'il a amené un discours très consensuel. Mais vous connaissez certainement tous les deux Assam al-Ashrouch. Le premier Druze qui a cassé la statue de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad. Il a été hier, c'est un Druze, il a été hier devant sa famille, dans sa maison, assassiné. Par qui on sait très bien par qui, par les gens qui ont attaqué Souaïda. Dans cette confrontation, ce ne sont pas les Druzes qui l'ont assassiné. Autrement dit, même les Druzes, là, lorsque vous avez dit tout à l'heure que Cheikh, comment il s'appelle, Hajari était un allié, mais il y a eu quand même énormément de Druzes engagés dans la révolution syrienne. Mais moi, je parlais alors, moi, ma seule question aujourd'hui qui me préoccupe, bien évidemment, c'est la communauté internationale. Et c'est très bien ce qu'il fait le président Chara. Mais c'est la gestion de la diversité. Par quel paradigme le président Chara, la nouvelle Syrie, gère la diversité? Est-ce qu'avec un paradigme de la répression au nom de la centralité d'un État où on va faire à la suite, c'est-à-dire écouter les différentes composantes de la société. Donc une sorte de décentralisation. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas légitime. Je ne suis pas légitime pour dire ce qu'il doit faire. Mais je pense que si on n'écoute pas les différentes composantes de la société civile, de la société syrienne, on aura beaucoup de problèmes. Vous répondez, Wassim, mais on va avancer après. Il faut voir comment l'expression est libre. Moi, quand j'étais à Damas après l'attentat, on a entendu le patriarche à la télé syrienne accuser le pouvoir de ne pas prendre toutes ses responsabilités, directement.
à la télé, ça n'était pas censuré. On a vu dans le sujet la personne qui s'exprime à Damas en disant c'est bientôt notre tour, il faut s'opposer à ce gouvernement. Ça, sous Assad, c'était impossible. Sous Assad, les tortionnaires étaient récompensés. Oui. Tout à fait. Mais lorsque vous avez assisté justement, juste vous étiez le lendemain à Damas, le jour même, donc de cet attentat dans cette église, qu'est-ce qu'ils vous ont dit les chrétiens, qu'ils redoutaient justement? Figurez-vous qu'il y avait déjà beaucoup de forces de l'ordre et avec les forces de l'ordre des milices chrétiennes. Donc des hommes chrétiens du quartier en armes pour les aider à gérer la situation sécuritaire. Personne n'accusait Shara. Ils accusaient au maximum Shara de ne pas avoir pu arrêter l'attentat. Mais quand on sait que ce genre d'attentat avec un kamikaze est possible dans une ville comme Paris, on peut imaginer qu'il est possible dans une ville comme Damas où les ceintures explosives coûtent 10 balles. Donc il faut garder ça en tête aussi. Ça veut dire dans les rangs de Shara ou dans les rangs des récalcitrants, il y a beaucoup qui estiment qu'il s'ouvre trop, qu'il donne trop de droits aux minorités. Encore une fois, qu'il y a la majorité qui a gagné et qui ne récolte pas les fruits de ses gains. Et donc, ceux qui pensent que Shara est très permissif sont ceux qui vont causer des troubles. Un mot maintenant justement, parce que le temps passe, on va regarder la carte de la Syrie et ses voisins, parce que évidemment on en a parlé dès le début de cette émission, intervention israélienne, on sait aussi que les Turcs sont très impliqués, ne parlons pas des Américains qui sont aussi très importants dans la région. Donc vous voyez cette carte, on voit très clairement la Syrie donc entourée donc de l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban et la Turquie, donc effectivement un certain nombre de puissances très importantes. Israël a frappé Soueïda, donc il y a 3 jours déjà. Puis ce matin, l'armée israélienne a déclaré avoir bombardé l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. On fait un point en image avec David Gilbert. En décembre dernier, le jour même de la chute de Bachar al-Assad, les troupes israéliennes se déploient sur le plateau du Golan, annexant de fait un morceau supplémentaire de cette région syrienne, déjà occupée en partie. Le Golan fera partie intégrante de l'État d'Israël pour l'éternité. Pour les partisans du Grand Israël, le chaos en cours à Damas est une occasion à saisir. Dans les semaines qui suivent, infrastructures et équipements militaires syriens sont systématiquement bombardés. Le gouvernement israélien l'explique par la volonté de ne pas voir l'arsenal du régime tomber entre les mains des islamistes, nouveaux maîtres de Damas. Ahmed al-Shara, nouveau chef de l'État syrien, semble pourtant peu enclin à s'opposer à Israël. Des négociations indirectes entre les deux pays ont d'ailleurs lieu ces dernières semaines sous la médiation de l'envoyé spécial américain Tom Barak. Mais au printemps, quand des affrontements intercommunautaires éclatent et que des exactions contre les Druzes sont perpétrées, l'État hébreu en avait profité pour exiger une démilitarisation de la Syrie dans la région au sud de Damas. Israël se présente depuis en protecteur de cette communauté druze, dont près de 150 000 membres sont présents sur son territoire et dans le Golan occupé. Plusieurs bombardements contre les positions syriennes ont été menés ces derniers mois, jusqu'à cette semaine, alors que la situation a de nouveau dégénéré dans la ville de Soueïda. Comme nous l'avons clairement indiqué et averti, Israël n'abandonnera pas les Druzes en Syrie et imposera la politique de démilitarisation. L'armée israélienne augmentera l'intensité de ses réponses contre le régime si le message n'est pas compris. À l'aide de drones, les Israéliens bombardent ce mercredi le quartier général de l'armée syrienne et les environs du palais présidentiel à Damas, ainsi que des positions à Soueïda. Dans le même temps, Benyamin Netanyahou appelle les nombreux Druzes israéliens venus à la frontière à ne pas rentrer en Syrie. Les soldats israéliens stationnés dans le Golan doivent également faire face à un afflux dans l'autre sens, des Druzes syriens fuyant les zones de combat. Rina Bassis, on a vu ces images donc, dans le Golan annexé par Israël. Il y a un certain nombre de Druzes qui veulent tout de même aller soutenir leurs frères, comme ils disent, Druzes en Syrie. Israël donc dit vouloir soutenir les Druzes, mais ils disent aussi en Israël qu'ils veulent une démilitarisation. Enfin, quel est l'objectif exact d'Israël? Ce n'est pas seulement le soutien des Druzes. En fait, ça fait quelques mois. Ça a commencé presque et tout de suite après la chute du gouvernement Assad, qu'Israël a commencé à négocier avec le régime d'Al-Shara. Il y a depuis des négociations directes, en fait, des contacts directs entre, ça c'est plutôt au niveau militaire, entre des officiers de l'armée syrienne et des officiers israéliens. Et il y a aussi des négociations plus
politiques qui sont menées de façon indirecte avec comme chef de file, effectivement, comme c'était mentionné, l'ambassadeur américain Tom Barak. Donc, on est dans cette processus de négociation où on espère arriver à une sorte de pas normalisation, parce que ça va être très compliqué vu la position israélienne et la position syrienne sur le plateau de Golan, mais plutôt arriver à une sorte d'accord d'armistice, un accord sécuritaire, comme il y avait justement avant le tombé du régime d'Assad, même si le président syrien Bachar el-Assad n'a pas complètement respecté cet accord. La zone tampon n'était pas vraiment démilitarisée. Donc il faut refaire cet accord, ça c'est un côté. Mais dans ces négociations, justement, Israël exige deux choses. D'abord, Israël exige des garanties sécuritaires, disons justement qu'il n'y aura pas des groupes djihadistes ou des groupes extrémistes qui vont s'approcher à la frontière israélienne. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est justement la protection des minorités syriennes et notamment la protection de la minorité druze. On est dans une situation où la minorité druze est menacée. On a déjà parlé de ce lien de sang entre l'État d'Israël, entre la société israélienne et les druzes israéliens. Et justement, ce matin, on a vu des centaines de druzes israéliens qui sont venus dans le plateau de Golan, qui ont traversé en fait la frontière. Et il y a encore, si on regarde la presse israélienne, on voit qu'encore, a priori, il y a quelques centaines de ces druzes israéliens qui sont sur les territoires syriens et dans le village de Khader, pas loin de la frontière. L'armée israélienne et aussi quelques membres du Parlement israélien sont en train d'essayer de les faire revenir en Israël, justement pour ne pas ajouter déjà à l'escalade à cette situation extrêmement compliquée. Mais il faut dire que pour le gouvernement israélien, c'est un petit peu le même principe qu'on a vu entre Israël et le Liban. Quand il y avait des attaques de Hezbollah, la première réaction israélienne était toujours c'est le gouvernement libanais qui est responsable de ce qui se passe, de ce qui arrive, des attaques qui arrivent de son territoire. De la même façon, le gouvernement israélien dit, à tort ou à raison, que c'est le gouvernement d'Ahmad al-Shara qui est responsable justement de ce qui se passe. Et donc, s'il y a des attaques sur la communauté druze, c'est d'abord le gouvernement qui est responsable. Et d'ailleurs, les druzes qui sont attaqués, ils disent en fait que les Bédouins, ils sont en mèche, ils sont connectés, qu'il y a un certain laisser-faire de la part du gouvernement syrien. Donc là, on se pose la question, est-ce que vraiment il y a une volonté de la part de Ahmad al-Shara d'arriver à une pacification de la situation, ou est-ce qu'il y a des éléments, peut-être pas lui, mais des éléments de son parti, de son armée qui sont impliqués dans ce qui se passe? Mohamed Nour Ayed, peut-être justement, vous pouvez répondre à ce qu'a dit Rina Bassi, vraiment parler de la position du gouvernement israélien actuel. Les États-Unis se sont dit aujourd'hui très préoccupés par les frappes israéliennes en Syrie, parce qu'effectivement, on a peur d'une escalade, tout simplement. Votre analyse? Alors, avant de commencer toute analyse, j'aimerais rappeler deux choses. Premièrement, le sud de la Syrie, c'est la Syrie. Donc Israël n'a aucune exigence à formuler à l'encontre de qui que ce soit, ni en Syrie, ni au Liban, puisque ce sont des territoires qui ne sont pas israéliens. Puis j'aimerais juste refaire une petite remarque lorsqu'on parle de faire revenir ces druzes dans le plateau du Golan occupé en Israël. Non, c'est les faire revenir au Golan syrien occupé et annexé illégalement par Israël. Maintenant, sur le fait qu'Israël protège les minorités. C'est totalement faux dans la mesure où Israël instrumentalise depuis tout temps la question des minorités dans tout le Moyen-Orient afin de les monter les unes contre les autres. Et je parle notamment de cette minorité druze. On parle d'un lien du sang, mais ce lien de sang, il consiste aussi à bombarder un bâtiment résidentiel à Souaïda et tuer des druzes civils dans une frappe israélienne. Est-ce que c'est également ce lien de sang qui pousse Israël, lorsqu'il y avait eu les batailles à Jaramana, dans la banlieue de Damas, à frapper également un bâtiment résidentiel druze et à assassiner des civils syriens? Donc j'aimerais rappeler à Israël que les druzes syriens sont et resteront à jamais des
donc des ressortissants syriens qui n'attendent pas d'Israël une quelconque protection. C'est ce qu'a dit Laïs Al-Balous, qui est donc le dirigeant du mouvement Rijal al-Karame, les hommes de l'honneur, un mouvement druze très puissant, un mouvement militaire, qui a dit une chose très vraie. Et il a dit, c'est notre serment, nous avons une seule allégeance, celle à la mère patrie, Syrie. Nous vivrons sur sa terre avec dignité, ou nous mourrons, ou nous serons enterrés sous sa terre avec dignité. Donc il est temps qu'Israël comprenne que les affaires de la Syrie ne concernent que la Syrie et qu'il ne s'agit pas pour elle de frapper la Syrie quand ça lui chante avec n'importe quel prétexte. Adel Bakama, est-ce qu'Israël est en porte-à-faux avec les Américains là, il y a une déclaration de Marco Rubio, justement, qui disent attention, il faut maintenant une désescalade. Il y a des tractations, donc Thomas Barak, elle en parlait, Rina Bassiste, aujourd'hui même au Liban, où on a l'impression qu'ils essayent de négocier un accord, un peu sur le modèle des accords d'Abraham, donc de revenir à une sorte de pacification de l'ensemble du Moyen-Orient. C'est ça l'idée américaine ? Écoutez, moi, je vais répondre à cette question rapidement, mais je comprends parfaitement les deux intervenants, à la fois Rina et vous aussi. Vous avez absolument raison en termes de principe, c'est ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Seulement, la géopolitique a ses propres impératifs. On sait très bien que ce Moyen-Orient est interconnecté. La Syrie, l'Irak, Israël, le Liban. Parler de la Syrie autant que territoire fermé, autant que principe, c'est vrai. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. La Syrie, par exemple, les différentes frappes israéliennes contre la Syrie. La Syrie n'a pas attaqué Israël. Non. Et pourtant, Israël attaque la Syrie. Et attaque Damas. Et attaque le palais présidentiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs messages. Certes, il y a cette dimension morale. On ne peut pas l'exclure, Rina. Mais la dimension morale est instrumentalisé, utilisé. Israël, c'est un État. C'est un État. Il a une sécurité nationale, il a une raison d'État, il a des intérêts. Par exemple, un de ces messages qu'on n'a pas abordé, on pourra peut-être un autre jour l'aborder, c'est la Turquie. Ces frappes-là, c'est aussi un message pour la Turquie pour dire, certes, tu as une certaine domination en Turquie, mais le dernier mot, c'est à moi. C'est moi qui décide, c'est moi qui oriente les grandes orientations stratégiques de la Syrie. Et donc, pour répondre à votre question, les Américains souhaitent arrêter là, ici et maintenant ces attaques. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité d'Israël, les Israéliens n'écouteront même pas les Américains. Là, il y a un vrai désaccord entre la Maison-Blanche, Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Parce que là, les Américains reconnaissent totalement Ahmad al-Shara. Il n'y a plus de sanctions à l'égard de la Syrie. Donc il y a une vraie... Pas seulement Ahmad al-Shara, mais aussi le rôle de la Turquie en Syrie. Ils reconnaissent les deux, à la fois Ahmad al-Shara et le rôle de la Turquie. Et ces deux éléments-là posent beaucoup de problèmes à Israël. Wassim Nasr. Est-ce qu'Israël est justement sur une autre longueur d'onde que celle des Américains ? C'est bien de parler géopolitique et tout, mais moi je pense que ce qui a poussé surtout Netanyahou à agir, la première fois et la deuxième fois, ce sont ses impératifs internes à Israël. Parce qu'on n'a pas dit que Cher Trifi, le chef de file druze en Israël, est très proche de l'Ejri, et c'est Trifi... L'Ejri, le chef druze, donc en Syrie, et donc c'est Trifi qui est aussi proche de Netanyahou, qui n'arrête pas de lui dire « il faut agir, sinon je mets les gens dans la rue ». Et ce qu'il a fait, donc dans une conjoncture où Netanyahou a besoin de toute alliance possible en Israël, il a besoin de Trifi aussi. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Parce que même les frappes israéliennes aujourd'hui en Syrie... frappant Damas, c'est un message, d'accord, mais ça n'a pas empêché les forces de Damas de reprendre toute la ville de Souaïda et de continuer jusqu'à la ville de Kanawat. Jusqu'à quand la ville de Kanawat. Jusqu'à quand ? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, depuis les airs, les Israéliens, faire leur loi au sol. Justement, sinon, il faut envoyer l'armée israélienne. Wassim, ça serait une autre paire de manches. Est-ce que le ciel syrien est là dominé par Israël? Évidemment, mais c'est pas le ciel syrien, c'est le ciel du Moyen-Orient. Tout à fait. Quand les Israéliens ont été frappés en Iran, ils ont frappé à la frontière du Turkménistan, ils ont traversé quand même tout le Moyen-Orient. Donc tout le Moyen-Orient est dominé. Mais ça ne suffit pas seul. Et deuxièmement, le plus important, ça veut dire Netanyahou est en train de sacrifier tout le travail entrepris par Damas, qui est inédit depuis plus d'un demi-siècle. Ça veut dire se rapprocher d'Israël. Il y a eu des négociations directes et indirectes. Il y a eu le dossier d'Eli Cohen, ce fameux espion exécuté à Damas. Donc ils sabotent ce processus diplomatique dans lequel ils sont. Pour des considérations internes. Et ça ne sera pas la première fois qu'un pays comme Israël ou comme un autre pays européen occidental sabote sa géopolitique sur l'autel de la politique politicienne intérieure. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Vous êtes d'accord, Rina Bassiste? Est-ce que les Américains... Je ne suis pas tout à fait sûre, parce qu'il faut dire... Oui,
faut dire d'abord que la communauté druze, c'est quand même une minorité assez petite en Israël, ce n'est pas une force électorale. Et je ne crois pas qu'on peut dire que le Cheikh Tarif, qui est le leader spirituel de la communauté druze, sûrement il n'est pas au service de M. Netanyahou. Je crois que de sa part, il y avait quelque chose d'extrêmement profond, une inquiétude extrêmement sincère pour l'essor de ses frères et des sœurs. Donc là, on ne peut pas dire que lui, il a lancé cet appel pour justement attaquer ceux qui attaquent les Druzes en Syrie, juste pour faire plaisir à Netanyahou. Ça, je ne crois pas. Ça, c'est une chose. Mais dès qu'il a dit l'inverse, c'est une situation extrêmement complexe. Pardonnez-moi ? Oui, il dit qu'il a dit l'inverse, Wassim. Il n'a pas dit l'inverse. Comment ça, ce matin, on a bien écouté le message de M. Tarif. C'est Netanyahou qui veut faire plaisir, le Premier ministre israélien qui veut faire plaisir à Trifi, dont il a besoin, et dont il a besoin à cause aussi des recrues druzes dans l'armée israélienne. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit l'inverse. C'est exactement ce que j'ai dit. Justement, moi je pense que la communauté druze, justement, ce n'est pas une force électorale. On ne peut pas dire ça. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils ont une influence politique très grande sur M. Netanyahou. Il y a bien sûr une question sociétale. Il y a cet lien qui existe. Je n'essaie pas de justifier l'action israélienne, mais expliquer un petit peu d'où ça vient. Très bien. Rina, donc là, je ne pense pas qu'il y a une... Il nous reste 3 minutes. Juste, je voulais un petit mot de conclusion globalement. D'abord, les frappes israéliennes, est-ce qu'elles vont continuer en Syrie ? Elles continuent. Ils n'ont pas l'intention de l'arrêter. Premièrement, deuxièmement, vraiment une dernière phrase, ça m'étonne fortement de la part de Benjamin Netanyahou. Écoutez, humainement ou même politiquement pour quelques intérêts, ici et maintenant, le chef des Druzes en Israël, je pense qu'il est parfaitement capable de manipuler les Druzes et pour les mettre au service des intérêts de sa politique géopolitique. Oui, mais ceci n'exclut pas cela. Oui. Que peuvent faire les Américains, en un mot ? Justement, ils parlent de désescalade ce soir. Ils devraient juste tenir un peu plus leur allié israélien dans la région et cesser de donner à ce gouvernement criminel une carte blanche pour agir comme ils le souhaitent dans tout le Moyen-Orient. Wassim. Il n'y a que les Américains qui peuvent faire arrêter les choses et surtout aussi, il ne faut pas oublier... Est-ce qu'ils ont une idée d'un de remodeler ce Moyen-Orient ? J'allais parler de ça. Non. Donc, ce qu'ils ont entrepris avec Shara, comme rapprochement avec Israël, les pas qui ont été entrepris déjà étaient très difficiles pour Shara à justifier en interne. Après, ce qui s'est passé, ça est devenu impossible. Donc, reprendre le chemin d'une normalisation ou d'une paix avec Israël, ça sera après Netanyahou. Et franchement, les demandes... La condition, donc, pour cela, ce que vous dites, Wassim, c'est que Netanyahou ne doit plus être là, pour qu'il y ait une normalisation entre la Syrie et Israël. Je ne vois pas comment Shara va justifier ça vis-à-vis de sa propre population aujourd'hui. Et franchement, la pression américaine est très, 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 très minime par rapport à ce qui se passe en ce moment aussi. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. J'espère que on a mieux compris ce qui se passe en Syrie. C'est complexe. Le Moyen-Orient est complexe. Merci beaucoup, Rina Bassis, d'avoir participé à cette émission. Mohamed Noura Ayed. Wassim Nasr, merci. Adel Bakawan, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et vous la retrouvez, cette émission, sur les réseaux sociaux, également en podcast.